En RDC, la CENI a annoncé un calendrier électoral. Les élections sont fixées au 23 décembre 2018. Un calendrier rejeté par l'opposition qui permet au président Kabila de rester au pouvoir jusqu'en 2019. Au Zimbabwe, Grace Mugabe a annoncé qu'elle était prête à succéder à son mari. Cette déclaration intervient à un moment critique où la succession de Robert Mugabe provoque des tensions au sein du parti au pouvoir. Et puis au Mali, 11 militaires prisonniers d'un groupe djihadiste ont été tués fin octobre dans la région de Kidal après un raid antiterroriste de l'armée française dans la nuit du 23 au 24 octobre. Voilà pour les titres, mesdames, messieurs, bienvenue à tous. En République démocratique du Congo, la Commission électorale nationale indépendante CENI a annoncé un calendrier électoral. Les élections sont donc fixées au 23 décembre 2018, un calendrier qui permet au président Joseph Kabila de rester au pouvoir jusqu'au début de l'année 2019. L'opposition qui rejette ce calendrier demande le départ du chef de l'État à la fin de l'année 2017. Les images. Les élections présidentielles, législatives, provinciales et locales en République démocratique du Congo ont été fixées au 23 décembre 2018. C'est la date annoncée dimanche par la Commission électorale nationale indépendante lors d'une cérémonie officielle sur la publication du calendrier. Pour le président de la Commission électorale, Corneille Nangaa, qui estime que cet échéancier est conforme aux dispositions de l'accord du 31 décembre 2016 conclu entre la majorité et l'opposition. Ce calendrier est basé sur le principe de la rationalisation du système électoral pour réduire le coût des élections. Et dimanche 23 décembre 2018, en un jour, c'est le jour des scrutins directs combinés, présidentiels, législatifs, national et provincial. Le calendrier que nous publions aujourd'hui fixe la tenue des élections en une seule séquence. Donc l'élection présidentielle, législative et provinciale en un seul jour en décembre 2018. C'est le lieu d'inviter les uns et les autres à éviter, face au nouveau calendrier, des réactions et attitudes susceptibles de conduire à l'enlisement du processus électoral. La responsabilité de tous est donc engagée. Le mouvement Lutte pour le changement a appelé les leaders de l'opposition à mener des actions fortes afin de forcer le président Joseph Kabila à lâcher le pouvoir à la fin de l'année 2017. L'UDPS de Félix Tshisekedi, qui a rejeté le calendrier, appelle à la désobéissance civile, exigeant le départ du président Kabila dès la fin de cette année. Moïse Katumbi, qui a immédiatement réagi sur Twitter, qualifie le calendrier de fantaisiste et estime que le régime veut prolonger l'instabilité et la misère du peuple. La majorité présidentielle a pour sa part pris acte du calendrier électoral, tout en accusant l'opposition de vouloir prendre le pouvoir par la violence. Au Zimbabwe, l'épouse du président Robert Mugabe a annoncé dimanche qu'elle était prête à succéder à son mari. Grace Mugabe a également annoncé que le parti au pouvoir allait bientôt changer ses statuts pour qu'une femme soit vice-présidente. Cette déclaration intervient à un moment critique où la succession du dirigeant zimbabwéen provoque des tensions croissantes au sein du parti au pouvoir. Il faut dire qu'avant cette déclaration de la première dame zimbabwéenne, le président Mugabe lui-même avait laissé entendre samedi qu'il pourrait démettre de ses fonctions le vice-président Emmerson Mnangagwa, qui est vu comme un de ses successeurs potentiels et qui apparaît comme un rival de l'épouse du chef de l'État. Au Togo, le gouvernement a annoncé ce week-end la levée de l'interdiction des marches en semaine. La décision d'interdiction de marche dans les rues du pays durant les jours de la semaine a été prise le 10 octobre dernier. Une décision qui avait été contestée par l'opposition qui la jugeait illégale. Il faut dire que de nouvelles manifestations de l'opposition sont prévues mardi, mercredi et jeudi prochain. Les détails. Le gouvernement togolais a annoncé samedi la levée de l'interdiction des marches en semaine après une série de manifestations de l'opposition contre le pouvoir du président Faure Gnassingbé. Le gouvernement avait annoncé le 10 octobre dernier l'interdiction d'organiser toute marche dans les rues du pays pendant les jours de la semaine. L'opposition avait refusé de se plier à cette interdiction, la jugeant illégale.
De nouvelles manifestations de l'opposition sont prévues mardi, mercredi et jeudi prochains. Selon un responsable du gouvernement, un accord a été conclu pour garantir que les marches restent pacifiques. Lors de discussions entre des autorités et l'opposition, l'itinéraire des prochaines manifestations a été défini. Il a été demandé aux manifestants de respecter scrupuleusement les itinéraires prévus et aux forces de l'ordre de se montrer professionnelles. 16 personnes, dont des adolescents et 2 militaires lynchés par la foule, ont été tuées en 2 mois. Les violences ont également fait quelques 200 blessés. Selon les Nations Unies, plus de 500 Togolais fuyant la répression des forces de sécurité dans la région de Mango, dans le nord du pays, ont déjà trouvé refuge au Ghana. En bref, au Mali, 11 militaires prisonniers d'un groupe djihadiste ont été tués dans la région de Kidal après un raid antiterroriste de l'armée française. Dans la nuit du 23 au 24 octobre que s'est déroulé ce raid antiterroriste. Une information qui a été confirmée par des sources militaires maliennes. Les soldats maliens tués avaient été détenus par le groupe de soutien à l'islam et aux musulmans, organisation djihadiste née de la fusion de plusieurs groupes du Sahel et dirigée par le Touareg malien Yag Ag Gali. Plusieurs journaux et sites d'information du Mali ont rapporté la semaine dernière que les autorités françaises ont reconnu une bavure devant les autorités maliennes. Plus de 5 millions d'euros ont été détournés en Afrique de l'Ouest à partir de fonds versés pour lutter contre l'épidémie d'Ebola entre 2014 et 2016. C'est une révélation de la Croix-Rouge qui rapporte que les détournements ont été faits avec la complicité de ses employés. Plus de précisions à travers ces images. Alors que des millions de personnes étaient exposées et souffraient de diverses façons dans cette inoubliable crise infligée par Ebola, des humanitaires s'enrichissaient illicitement. La Fédération internationale des sociétés de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge est outragée par la découverte de ces fraudes en Guinée, en Sierra Leone et au Libéria. Ils l'ont exprimé dans un communiqué publié sur leur site. L'épidémie d'Ebola a fait plus de 11 300 morts et contaminé près de 29 000 personnes, principalement dans ces 3 pays d'Afrique de l'Ouest. La Croix-Rouge a versé des dizaines de millions d'euros aux sociétés de Croix-Rouge et Croissant-Rouge dans ces pays pour faire face à la situation. Mais des audits ont révélé une collusion probable entre d'anciens employés du Croissant-Rouge et des employés d'une banque de Sierra Leone qui ont conduit à une perte financière possible de 1 083 000 d'euros. Il a également été découvert un trafic de fausses factures d'un service de dédouanement en Guinée qui aurait entraîné une perte estimée à 1 million d'euros. C'en est pas fini, car 2 autres enquêtes sont en cours au Libéria sur le gonflement de prix des produits de secours, de salaires et de primes versées aux volontaires, d'un montant total estimé à 2 300 000 d'euros. En Sierra Leone, l'équipe d'enquêteurs travaille avec la commission anticorruption pour être sûr qu'il y aura également des poursuites judiciaires. Au Libéria, c'est un problème de surfacturation et de versement de primes aux volontaires. En Sierra Leone, c'est une fraude aux transactions internationales avec la complicité d'une banque. En Guinée, des problèmes de dédouanement. La Croix-Rouge se dit prête à lever toutes les immunités et tous les privilèges de tout employé impliqué. À Dakar se déroulent des ateliers de la pensée. Pendant 4 jours, une soixantaine d'intellectuels venus du monde entier débattent sur les grands enjeux de l'Afrique sous l'œil avisé du public. Il est question de l'environnement, mais aussi de la politique et de l'économie, entre autres. Cet atelier est à sa 2e édition et est placé cette année sous le thème « Conditions planétaires et politique du vivant ». À l'origine de cette rencontre, l'écrivain sénégalais Felwine Sarr et l'historien camerounais Achille Mbembe, que je vous invite à écouter. C'est une manière de créer des idées pour le continent dans la conviction selon laquelle les idées comptent. Elles comptent pour le continent, mais aussi pour le monde. Le plus important, c'est tout de même de réfléchir sur les conditions qui permettraient de faire de l'Afrique sa force propre. Sa force propre au niveau intellectuel,
au niveau des idées et au niveau de la définition des trajectoires. C'est le moment ou jamais pour l'Afrique, disons, d'occuper sa place dans le monde. Parce que, manifestement, les modèles sur lesquels l'évolution historique s'est fondée depuis le début de la modernité, tout cela arrive à sa fin. Parlons à présent de la persécution des membres de la communauté Rohingya en Birmanie. 40 000 enfants Rohingyas sont non accompagnés se trouvent dans des camps de réfugiés au Bangladesh après avoir fui la Birmanie. Les images. Loin d'être les responsables du conflit qui a cours en Birmanie depuis le mois d'août, les enfants en sont malheureusement de grandes victimes. Accompagnés ou non, ils sont des centaines de milliers à fuir pour le Bangladesh. Dans les camps de réfugiés, le taux de malnutrition potentiellement mortel a augmenté de façon drastique chez les enfants Rohingyas. Le nombre d'enfants souffrant de la faim a doublé en quelques mois, à en croire l'UNICEF. Des données préliminaires issues d'une estimation conduite la semaine dernière dans le camp de Kutumpalang au Bangladesh montrent un taux de 7,5% de malnutrition aiguë, sévère, potentiellement mortelle. L'UNICEF et ses partenaires traitent déjà plus de 2000 enfants sévèrement atteints dans une quinzaine de centres et sont en train de mettre en place 6 antennes supplémentaires pour les prendre en charge. En effet, quelques 900 000 musulmans Rohingyas de Birmanie s'entassent dans des conditions insalubres dans des camps de tentes dans le sud du Bangladesh. Environ la moitié des derniers arrivants sont des enfants. L'arrivée de réfugiés se poursuit. Le Haut Commissariat de l'ONU pour les réfugiés estimant par exemple à 3000 le nombre des réfugiés passant le seul poste frontière d'Anjuman-Para entre mercredi et jeudi. Réchauffement climatique, des défenseurs de l'environnement se sont mobilisés à la veille de la conférence climat de l'ONU. Les militants réclament des actions plus fortes contre le réchauffement mondial, à commencer par la fin du charbon, énergie polluante, aujourd'hui première source de production d'électricité au monde. Reportage. À un pas de la conférence climat de l'ONU, des milliers de manifestants ont réclamé samedi à Bonn des actions plus fortes contre le réchauffement climatique. Dans le viseur, le charbon, dont ils exigent la fin. Cette énergie polluante qui constitue aujourd'hui la première source de production d'électricité au monde. S'attaquer au changement climatique implique de faire dos aux énergies fossiles, notamment au charbon, et un soutien suffisant aux pays pauvres affectés par les impacts. Pour cette cause commune, des marcheurs de tous âges ont défilé à l'appel d'une centaine d'organisations du centre de l'ex-capitale fédérale allemande jusqu'aux abords du site où se tiendra la COP23 au bord du Rhin. 3/4 des émissions de gaz à effet de serre sont attribuées à la combustion des énergies fossiles, pétrole, gaz et charbon, ce dernier étant doté d'une capacité d'émission encore supérieure aux deux autres. Pendant ce temps, la planète connaît un réchauffement d'une rapidité inédite liée à une concentration de CO2 dans l'atmosphère sans précédent depuis au moins 800 000 ans. Selon l'Agence de l'ONU pour l'environnement, 6 683 centrales à charbon sont en activité. En début 2017, plus de 840 gigawatts de capacité étaient en construction ou pré-construction. L'expansion du charbon a cependant ralenti en 2016, notamment grâce à la Chine, premier consommateur mondial qui a gelé plusieurs dizaines de projets de centrales pour raisons sanitaires et de surcapacité de production. L'Inde, deuxième consommateur mondial, a aussi suspendu des projets au profit d'énergies renouvelables. Fin de ce journal, merci de l'avoir suivi.